Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers observable se trouvait concentré dans un état de densité et de température extrême. En une fraction infime de seconde, cet état initial s'est rapidement étendu dans un processus connu sous le nom de Big Bang. À mesure que l'espace se dilatait, la température diminuait et l'énergie commençait à se transformer en particules élémentaires, quarks, électrons, neutrinos. Durant les premières minutes, les quarks se sont regroupés pour former des protons et des neutrons et ceux-ci, à leur tour, se sont combinés pour donner naissance à des noyaux légers d'hydrogène, d'hélium et à des traces de lithium. L'univers, au début, était sombre, rempli d'un plasma chaud et opaque. Des centaines de milliers d'années plus tard, lorsque le cosmos s'était suffisamment refroidi, électrons et noyaux se sont unis pour former des atomes neutres. Le rayonnement a alors pu voyager librement. La lumière fossile de ce moment est ce que l'on détecte aujourd'hui comme le rayonnement cosmique de fond. L'univers était dominé presque entièrement par l'hydrogène et l'hélium, avec une matière distribuée de manière légèrement inégale. Ces petites irrégularités de densité furent essentielles. Sous l'action de la gravité, les régions un peu plus denses ont commencé à attirer davantage de matière, générant des nuages de plus en plus massifs. À l'intérieur de ces gigantesques nuages de gaz, la contraction gravitationnelle a élevé la température et la pression. C'est là que sont nées les premières étoiles. Dans leur noyau, la fusion nucléaire a transformé l'hydrogène en hélium et dans les étoiles plus massives, l'hélium en éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène, le silicium et le fer. Chaque génération d'étoiles a fonctionné comme une usine de nouveaux éléments chimiques. À la fin de leur vie, les étoiles les plus grandes ont explosé sous forme de supernovae, dispersant ces éléments lourds dans le milieu interstellaire. Le matériau qui formerait plus tard la Terre n'existait pas dans les premiers instants de l'univers. Il s'est fabriqué au cœur et dans la mort violente de nombreuses étoiles antérieures. Au fil de milliards d'années, ces étoiles et leurs nuages de gaz et de poussière se sont organisés en structures plus vastes. L'une d'elles fut la Voie lactée, une galaxie spirale qui s'est consolidée à partir de fusions successives de protogalaxies plus petites. Dans l'un de ces bras spiraux, à une distance modérée du centre galactique, s'est accumulé du matériau enrichi en éléments lourds. Cette métallicité croissante du gaz est une condition nécessaire pour que, beaucoup plus tard, apparaissent des planètes rocheuses comme la Terre, puisque leur composition dépend précisément de ces éléments plus lourds que l'hélium. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une région de l'un des bras de la Voie lactée, un nuage interstellaire composé de gaz et de poussière a commencé à perdre son équilibre. Il est possible qu'une onde de choc provenant d'une supernova proche ait perturbé le nuage, le comprimant et déclenchant son effondrement gravitationnel. À mesure que le matériau se contractait, le nuage s'est mis à tourner de plus en plus vite, conservant le moment angulaire, et s'est progressivement aplati en un disque. Au centre de ce disque s'est concentrée la majeure partie de la masse, donnant naissance à une protoétoile, le futur Soleil. Autour de la protoétoile, le disque protoplanétaire était constitué d'hydrogène, d'hélium et d'une grande quantité de particules solides, grains de silicate, métaux et composés glacés. Dans les régions les plus internes du disque, la température était trop élevée pour que subsistent des glaces volatiles. Les matériaux rocheux et métalliques y dominaient. Dans les zones plus éloignées du Soleil, plus froides, pouvaient se condenser des glaces d'eau, d'ammoniac et de méthane. Cette différence de température le long du disque a été déterminante pour le type de planète qui naîtrait dans chaque région du système solaire. À l'intérieur du disque, les particules solides ont commencé à entrer en collision et à adhérer entre elles, formant des corps plus grands appelés planétésimaux. Ceux-ci, à leur tour, exerçaient leur propre gravité, attirant davantage de matériaux et croissant à chaque impact. C'était un processus chaotique, régi par des collisions fréquentes, des fusions et, dans certains cas, des destructions. Avec le temps, de nombreux planétésimaux ont grandi jusqu'à devenir des protoplanètes, des corps de taille comparable à celle de la Lune ou de Mars, qui entraient en compétition pour le matériau disponible, perturbaient mutuellement leurs orbites et fusionnaient après des collisions de haute énergie. Dans les régions extérieures du disque, riches en glace, certains de ces noyaux solides ont atteint une masse suffisante pour attirer de vastes enveloppes de gaz, donnant naissance aux planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Dans la zone interne, en revanche, la quantité de gaz était moindre et les temps de dissipation du disque gazeux plus courts. Là, les protoplanètes ont fini par être des corps essentiellement rocheux et métalliques. Les futurs Mercure, Vénus, Terre et Mars. L'architecture de base du système solaire s'est mise en place en quelques millions d'années, bien que les orbites et les masses des planètes aient continué à s'ajuster sur une période plus longue. La prototerre est issue de l'accumulation progressive de planétésimaux et de protoplanètes dans la région située à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Chaque nouvel impact libérait d'énormes quantités d'énergie sous forme de chaleur, faisant fondre partiellement les couches externes du corps en croissance. Cette énergie, ajoutée à la chaleur provenant de la désintégration d'éléments radioactifs présents à l'intérieur, a maintenu la jeune planète dans un état de température élevée. À ce stade, la Terre n'était pas une sphère solide et stable, mais un protoplanète en plein processus de construction. Naissance de la Terre et de la Lune, un monde de feu. La prototerre, encore en croissance, était un corps partiellement fondu soumis à un bombardement continu de corps rocheux. Parmi ces impacts, il y en eut un exceptionnel qui marqua le destin de la planète et donna naissance aux satellites qui l'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Selon l'hypothèse du grand impact, il y a environ 4,5 milliards d'années, un protoplanète de taille approximativement comparable à celle de Mars, que l'on appelle généralement Theia, entra en collision avec la jeune Terre. Le choc ne fut pas frontal, mais oblique, ce qui détermina la quantité de matériaux éjectés dans l'espace et la rotation résultante de la planète. L'énergie libérée lors de cet impact fut énorme. Une partie de la croûte et du manteau des deux corps se vaporisa ou fondit complètement. De grandes quantités de roches furent expulsées sur l'orbite terrestre sous forme de fragments incandescents. Le noyau métallique de Theia, plus dense, s'enfonça probablement vers l'intérieur de la Terre en formation, contribuant à la masse du noyau terrestre. La composition chimique des roches lunaires, très similaire à celle du manteau terrestre, est l'un des éléments de preuve qui soutiennent ce scénario. La Lune serait le résultat de matériaux superficiels arrachés à la Terre et mélangés au reste de l'impact. L'anneau de débris chauds qui resta autour de la Terre après l'impact commença à se réorganiser sous l'action de la gravité. Les fragments entraient en collision, fusionnaient et donnaient naissance à des corps de plus en plus grands. Dans un intervalle relativement court en termes astronomiques, cette accumulation conduisit à la formation d'un unique grand satellite, la Lune. Initialement, la Lune orbitait beaucoup plus près de la Terre qu'aujourd'hui, ce qui engendrait de fortes forces de marée et un transfert de moment angulaire qui, avec le temps, éloigna le satellite et ralentit la rotation de la planète. Pendant que la Lune se formait, la surface de la Terre fut profondément transformée. L'impact de Theia fit fondre une fraction très élevée de la planète, générant ce que l'on appelle un océan de magma, une couche presque globale de roches silicatées liquides de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Dans ce contexte, il n'existait ni continent solide, ni océan d'eau. La surface était une mer de roches rougeoyantes, en convection permanente, sur laquelle glissaient des panaches et des courants de matériaux fondus. La température des couches externes dépassait largement le point de fusion de la majorité des minéraux. En même temps, l'intérieur de la planète commençait à se différencier. Dans un corps partiellement ou totalement fondu, les matériaux se séparent en fonction de leur densité. Les métaux lourds riches en fer et en nickel, ainsi que les éléments sidérophiles, tendent à s'enfoncer vers le centre, tandis que les silicates plus légers remontent. C'est ainsi que s'est formé le noyau métallique terrestre, entouré d'un manteau de silicates. Ce processus de différenciation a libéré une chaleur supplémentaire, provenant de l'énergie potentielle gravitationnelle convertie en chaleur lors de la chute des métaux vers le centre. Cette source d'énergie s'est ajoutée à la chaleur résiduelle des impacts et à celle générée par la désintégration radioactive. La formation d'un noyau métallique liquide ou partiellement liquide a eu des conséquences importantes. À l'intérieur de celui-ci, le mouvement du fer conducteur a généré un champ magnétique global par un effet dynamo. Bien que l'intensité et la stabilité de ce champ aux premières étapes fassent encore l'objet de débats, la présence d'un noyau dynamique a posé les bases du bouclier magnétique qui, plus tard, contribuerait à protéger l'atmosphère et la surface contre le rayonnement solaire et cosmique de haute énergie. Cependant, durant ces phases initiales,
la surface terrestre demeurait extrêmement hostile à toute forme de vie. Au-dessus de l'océan de magma, la roche fondue libérait de grandes quantités de gaz piégés à l'intérieur de la planète. Ce processus de dégazage volcanique primitif a libéré du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, de l'azote, du monoxyde de carbone, de l'hydrogène et d'autres gaz en proportions variables. Il en résulta une atmosphère primitive très différente de l'actuelle, dépourvue d'oxygène libre. Ces gaz ne provenaient pas uniquement de l'intérieur de la Terre. Les impacts continus de comètes et d'astéroïdes riches en volatiles apportaient de l'eau, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac et d'autres composés qui s'incorporaient à l'enveloppe gazeuse de la planète. À ce moment de l'histoire terrestre, l'atmosphère était dense et chaude, alimentée par un volcanisme intense et par l'évaporation directe de matériaux à la surface extrêmement chaude. La vapeur d'eau demeurait à l'état gazeux en raison des températures élevées, de sorte que des océans liquides stables ne pouvaient pas encore se former sur la roche. Le rayonnement thermique émis par l'océan de magma était considérable, et l'échange énergétique entre la surface fondue et l'atmosphère naissante était continu, avec des courants convectifs de gaz s'élevant et se refroidissant à grande vitesse. Au fil des millions d'années, le flux d'impact géant commença à diminuer, bien que le bombardement ne s'arrêta pas complètement. À chaque réduction du taux d'impact et à chaque libération progressive de chaleur vers l'espace, la Terre perdit de la température en surface. L'océan de magma commença à se solidifier de haut en bas, formant une première croûte mince et fragile. Dans certaines zones pouvaient coexister des régions de roches partiellement solidifiées avec des secteurs encore dominés par de la lave en fusion, reliés à des chambres magmatiques profondes et à un volcanisme très actif. Cette première croûte n'était pas équivalente aux continents actuels. Elle était fragile, instable et soumise à un recyclage constant. De nouveaux impacts de grande taille la perforaient, la faisaient fondre et la mélangeaient avec le matériau du manteau. Le volcanisme étendu contribuait également à détruire et régénérer les surfaces dans un cycle continu de formation et de destruction de la croûte primitive. Parallèlement, la dégazation se poursuivait, enrichissant l'atmosphère en vapeur d'eau et en gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone. La Lune, déjà formée, influençait de manière notable le système Terre. Sa proximité générait des marées extrêmement puissantes dans l'océan de magma et, plus tard, dans les masses d'eau qui se formeraient. Ces forces de marée contribuèrent à la dissipation de l'énergie rotationnelle de la planète, ralentissant sa rotation. Il est possible que la durée du jour terrestre à cette époque fût de seulement quelques heures. Avec le temps, la friction des marées transféra le moment angulaire de la rotation terrestre à l'orbite lunaire, éloignant progressivement le satellite et allongeant la durée du jour. Parallèlement, l'intérieur de la planète continuait à s'organiser en couches bien définies. Un noyau interne en cours de solidification, un noyau externe liquide, un manteau convectif et une croûte en développement. Cette structure stratifiée conditionna l'évolution géodynamique ultérieure, rendant possible l'apparition de panaches mantéliques, de grandes provinces magmatiques et, à des stades plus avancés, la tectonique des plaques. La Terre se consolidait comme une planète rocheuse différenciée, avec une histoire interne complexe marquée par les échanges constants de chaleur et de matériaux entre ses couches. Une fois que le taux d'impact catastrophique diminua et que l'océan de magma se solidifia en grande partie, la surface commença à se stabiliser et les températures globales descendirent suffisamment pour que la vapeur d'eau atmosphérique commence à se condenser plus efficacement. Ce changement ouvrit la voie à la formation d'eau liquide à la surface, mais la planète se trouvait encore dans un environnement soumis à un intense bombardement d'astéroïdes et de comètes, ainsi qu'à une activité volcanique extraordinaire, dans un équilibre instable entre refroidissement et renouvellement de la croûte. À ce stade, la Terre était déjà une planète différenciée, avec un satellite relativement grand en orbite autour d'elle, un champ magnétique naissant, une atmosphère primitive riche en gaz volcanique et une surface qui commençait à se solidifier après un passé dominé par un océan de roches en fusion. Au-dessus de cet océan de roches partiellement solidifié, sous un ciel chargé de gaz volcanique et encore frappé par des impacts fréquents, commença le bombardement le plus intense de l'histoire du système solaire. AD1, bombardement intense, première croûte et atmosphère.
Ce bombardement le plus intense de l'histoire du système solaire marqua le début d'une étape que les géologues nomment l'éon AD1 depuis la formation de la Terre, il y a environ 4,540 milliards d'années jusqu'à environ 4,0 milliards d'années. Le nom évoque un monde infernal, haute température interne, volcanisme extrême, impact fréquent d'astéroïdes et de comètes, atmosphère changeante et une croûte en formation et destruction constante. Loin d'être une planète stable, la Terre était un système dynamique où des processus violents et des processus de refroidissement agissaient simultanément. Le bombardement ne fut pas homogène tout au long de l'AD1. On distingue deux phases principales, une étape initiale, immédiatement après la formation de la planète et de la Lune, avec des impacts de grands protoplanètes et d'astéroïdes de taille considérable, et une étape ultérieure, le fameux bombardement intense tardif, enregistré entre environ 4,1 et 3,8 milliards d'années. Lors de cette dernière, des résonances gravitationnelles entre les planètes géantes auraient déstabilisé des populations de corps rocheux et glacés, les envoyant vers l'intérieur du système solaire. Beaucoup de ces objets frappèrent la Terre, la Lune, Mercure et Mars, laissant des cratères encore visibles aujourd'hui sur leur surface moins active. Chaque grand impact libérait une énergie équivalente à des millions de bombes thermonucléaires actuelles. En fonction de la taille et de la vitesse de l'objet, ces collisions pouvaient percer la croûte, vaporiser l'eau de surface, fondre de larges régions du manteau supérieur et projeter du matériau dans l'espace. Sur la Lune, où il n'y a ni tectonique ni érosion intense, ces impacts furent préservés sous forme de bassins d'impact et de mers basaltiques. Sur la Terre, en revanche, l'activité interne et la tectonique ultérieure ont effacé presque toutes les traces directes, de sorte que le registre de l'AD1 s'infère à travers des fragments minéraux très anciens et la comparaison avec d'autres corps du système solaire. Malgré cette violence, la Terre se refroidissait progressivement. L'océan de magma global se solidifia de la surface vers l'intérieur. Il en résulta la formation d'une croûte primordiale, probablement mince, riche en minéraux mafiques et ultramafiques, plus dense que la croûte continentale actuelle. Cette première croûte put se fragmenter et s'enfoncer à plusieurs reprises dans le manteau, dans un processus de recyclage précoce alimenté par la haute température interne et les impacts. Ainsi, la surface de la planète était un mosaïque de plaques rigides de courte durée, séparées par des régions d'activité volcanique intense. La présence de minéraux très anciens, tels que les zircons trouvés dans certaines roches de l'Australie occidentale, indique qu'il y a environ 4,4 milliards d'années, il existait déjà des portions de croûte suffisamment stables pour que se forment et se conservent des cristaux résistants. La composition isotopique de certains de ces zircons suggère qu'ils se sont cristallisés en présence d'eau liquide, ce qui implique que même durant l'AD1 précoce, la Terre aurait pu connaître des périodes où la température de surface permettait l'existence d'océans ou du moins de masses d'eau transitoires. Ces océans auraient toutefois été vulnérables à l'évaporation et à la vaporisation partielle lors des grands impacts du bombardement intense tardif. L'atmosphère ADN s'est formée et a évolué par dégazage volcanique et apport de corps externes. Initialement, la Terre a peut-être possédé une atmosphère très légère d'hydrogène et d'hélium capturée à partir du disque protoplanétaire, mais la faible masse planétaire et l'intense rayonnement du jeune Soleil facilitèrent la perte de ces gaz légers dans l'espace. L'atmosphère qui s'est consolidée par la suite était secondaire. Elle s'est formée à partir des gaz libérés par l'intérieur de la planète et des volatiles apportés par les comètes et astéroïdes. Elle était dominée par le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et l'azote, avec la présence de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre, d'hydrogène et d'autres gaz réducteurs, sans oxygène libre significatif. La température à la surface dépendait de l'équilibre entre la chaleur interne, l'énergie solaire incidente et l'effet de serre exercé par le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Le jeune Soleil émettait moins d'énergie qu'aujourd'hui, mais les concentrations élevées de gaz à effet de serre compensaient partiellement cette luminosité réduite. Dans les intervalles entre les grands impacts, cet équilibre aurait pu permettre la condensation de la vapeur d'eau sous forme de pluie, alimentant la formation d'océans primitifs dans les bassins de la croûte en refroidissement. Lorsqu'un impact de grande ampleur se produisait, une partie de cette eau se vaporisait et retournait dans l'atmosphère, bouclant un cycle d'évaporation et de condensation à l'échelle géologique.
Le volcanisme durant l'Adéen était ubiquitaire. D'immenses éruptions de lave basaltique couvraient de larges régions de la surface. Les dorsales proto-océaniques et les panaches mantéliques émergents généraient des îles volcaniques éphémères, pouvant être détruites par de nouveaux impacts ou par l'enfoncement dans le manteau. Dans ces environnements, l'échange entre l'intérieur et la surface de la planète était continu. Gaz, chaleur et matériaux chimiques passaient du manteau à l'atmosphère et aux océans en formation. Cette communication entre les couches de la planète fut cruciale pour établir les conditions physico-chimiques qui permettraient plus tard l'apparition de processus prébiotiques. L'interaction entre l'eau liquide et la roche chaude, en particulier dans les zones de volcanisme sous-marin, générait des gradients de température et de composition chimique. Les réactions d'altération hydrothermale modifiaient les minéraux de la croûte et libéraient des ions métalliques et des composés réduits dans l'eau. Ces solutions hydrothermales, riches en minéraux, coexistaient avec des eaux océaniques plus froides et relativement oxydées. La présence d'interfaces avec des températures, des pH et des compositions différentes crée des environnements en fort déséquilibre chimique, condition clé pour le développement de réactions spontanées libérant de l'énergie exploitable par de futurs systèmes chimiques complexes. À l'échelle globale, l'Adéen fut également une période de forte perte d'atmosphère vers l'espace. Le rayonnement ultraviolet du jeune Soleil et le vent solaire, plus intense qu'aujourd'hui, interagissaient avec les couches hautes de l'atmosphère, favorisant la fuite des gaz légers. Le champ magnétique terrestre, généré par le noyau métallique en mouvement, contribua à limiter partiellement cette érosion en déviant les particules chargées. Cependant, l'équilibre entre l'apport de gaz par le volcanisme et la perte vers l'espace restait dynamique. La composition atmosphérique variait selon l'intensité du volcanisme, le taux d'impact et l'évolution du champ magnétique. Le bombardement intense tardif, en particulier, soulève des questions sur l'habitabilité précoce de la planète. Si ces impacts furent extrêmement destructeurs et fréquents, ils auraient pu stériliser la surface à plusieurs reprises, fondant de larges portions de la croûte et vaporisant les océans naissants. Certains modèles proposent des fenêtres de relative tranquillité entre les épisodes d'impact, durant lesquels la croûte se refroidissait et l'eau se condensait à nouveau, créant des environnements plus cléments. D'autres suggèrent que même si la surface était détruite, la chaleur interne et les gradients chimiques du sous-sol auraient pu offrir des refuges potentiels pour des systèmes chimiques précurseurs de la vie. Bien que peu de roches complètes de l'éon adéen soient conservées, les fragments minéraux et les registres isotopiques permettent de déduire que la Terre n'a pas été un monde éternellement fondu, mais une planète alternant phases de violence extrême et périodes de stabilisation partielle. À la fin de l'Adéen, vers 4,0 milliards d'années, le bombardement diminuait en intensité. La croûte, encore dynamique, commença à atteindre des épaisseurs plus importantes et une stabilité relative. Les océans purent se maintenir pendant des intervalles de plus en plus longs sans être complètement vaporisés, et l'atmosphère acquit des compositions plus stables, toujours sans oxygène libre mais avec une abondance de composés de carbone, d'azote et de soufre. Refroidissement, océan et chimie prébiotique. Au début de l'éon archéen, il y a environ 4,0 milliards d'années, la Terre avait laissé derrière elle sa phase la plus extrême de bombardement et de fusion globale, bien qu'elle restât une planète géologiquement très active. Le taux d'impact de grands astéroïdes diminua, permettant à la croûte de se stabiliser partiellement et à la chaleur interne de se dissiper plus efficacement. Le flux thermique depuis l'intérieur vers la surface restait élevé, mais n'était plus suffisant pour maintenir un océan de magma mondial. Au lieu d'une mer de roches en fusion, la surface était dominée par une croûte solide, mince et fracturée, traversée de volcans et de systèmes hydrothermaux. Avec la baisse progressive de la température de surface, la vapeur d'eau de l'atmosphère commença à se condenser de manière soutenue. Des pluies intenses, probablement d'échelle globale, alimentèrent la formation d'océans liquides dans les bassins les plus profonds de la croûte. L'eau provenait à la fois de l'intérieur de la planète, libérée par des gazages volcaniques, et des volatiles apportés par les comètes et astéroïdes riches en glace lors des étapes précédentes. La quantité totale d'eau accumulée fut suffisante pour recouvrir une grande partie de la surface d'un océan global, ou, du moins, de vastes mers interconnectées entourant des fragments de croûte émergés.
La composition de ces océans primitifs était différente de celle d'aujourd'hui. L'eau, en contact avec des roches riches en fer et en magnésium et soumises à un volcanisme intense, dissolvait des quantités significatives d'ions métalliques et de minéraux. L'interaction entre l'eau et la croûte basaltique générait des solutions riches en silice, fer, manganèse, calcium et autres éléments. L'absence d'oxygène libre empêchait la formation de nombreux minéraux oxydés modernes, favorisant des composés réduits comme les sulfures et des oxydes à état d'oxydation plus bas. Le pH de l'océan primitif pouvait varier entre des valeurs légèrement acides et neutres selon l'intensité du volcanisme et l'équilibre entre gaz acides et processus de neutralisation dans l'eau. L'atmosphère archaïque restait fondamentalement réductrice ou faiblement oxydante selon les standards modernes. Elle était dominée par l'azote et le dioxyde de carbone, avec des quantités variables de vapeur d'eau, de monoxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac et de gaz sulfuré. L'oxygène moléculaire était pratiquement inexistant sous forme libre. Le rayonnement ultraviolet du Soleil, plus intense qu'aujourd'hui en raison de l'absence de couches d'ozone, atteignait les couches hautes de l'atmosphère et la surface, interagissant avec les gaz et provoquant des réactions photochimiques. Ce rayonnement, létal pour de nombreux organismes actuels non protégés, joua un rôle dans la synthèse de molécules organiques simples à partir de gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et l'ammoniac. La surface de la Terre archaïque était segmentée en petits protocontinents et en arcs d'îles volcaniques, formés par l'accumulation de matériaux magmatiques moins denses qui flottaient sur le manteau. Ces fragments de croûte continentale primitive, riches en minéraux silicatés et en oxydes, émergeaient au-dessus du niveau de la mer et étaient érodés par les pluies, les vagues et les processus chimiques. Le matériau érodé se déposait dans les bassins océaniques voisins, enrichissant l'eau en particules fines et en ions. La présence de plateformes peu profondes, où l'eau était relativement chaude et bien éclairée, créait des environnements favorables à l'accumulation de sédiments et à la chimie de surface. Dans ce contexte, la chimie prébiotique se développait simultanément dans de multiples environnements. Une source de molécules organiques simples pouvait être la synthèse atmosphérique stimulée par des décharges électriques et le rayonnement ultraviolet. Des expériences modernes démontrent que, dans des mélanges gazeux réducteurs, des décharges d'énergie peuvent générer des acides aminés, des bases azotées et d'autres molécules organiques. Bien que la composition exacte de l'atmosphère archaïque fasse toujours l'objet d'études, il est plausible que des composés organiques se soient formés dans les couches hautes pour ensuite se déposer à la surface via la pluie ou la poussière atmosphérique, enrichissant progressivement les océans en carbone organique dissous et en particules complexes. Une autre source importante de molécules organiques fut probablement l'apport extraterrestre. Les météorites carbonées et les comètes contiennent des acides aminés, des hydrocarbures et d'autres composés organiques synthétisés dans le milieu interstellaire et dans les disques protoplanétaires. Durant les premières centaines de millions d'années du système solaire, la chute de ces corps sur la Terre primitive a pu incorporer des quantités significatives de matière organique. Bien qu'une partie de cette matière fût détruite par la chaleur de l'impact, une autre fraction pouvait survivre dans des zones moins affectées ou lors d'impacts de moindre énergie, contribuant à l'inventaire organique de la planète. Au fond des océans, l'interaction entre l'eau de mer froide et les roches ultramafiques chaudes du manteau supérieur générait des systèmes hydrothermaux. Dans ceux-ci, l'eau infiltrée se réchauffait, réagissait avec la roche et réémergeait à travers des cheminées hydrothermales, apportant à l'océan des fluides riches en hydrogène moléculaire, méthane, sulfure et ions métalliques. Les sources hydrothermales alcalines, en particulier, créaient des gradients de pH et de potentiel redox entre les fluides émergents et l'eau océanique environnante. Ces gradients constituent une forme d'énergie chimique pouvant être exploitée par des réactions spontanées, favorisant la synthèse de molécules organiques plus complexes à partir de précurseurs simples. Les surfaces minérales jouèrent un rôle central comme supports et catalyseurs. Les minéraux argileux, les oxydes de fer, les sulfures métalliques et les silicates exposés sur les côtes, les lits de rivières primitives et les cheminées hydrothermales fournissaient des sites d'adsorption où les molécules organiques pouvaient se concentrer.
L'adsorption sur ces surfaces réduit la liberté de mouvement des molécules et augmente leur proximité, facilitant des réactions de condensation et de polymérisation qui seraient peu probables en solution diluée. Dans les laboratoires modernes, il a été observé que certains minéraux peuvent catalyser la formation de courtes chaînes d'acides aminés ou de nucléotides à partir de monomères activés, ce qui suggère des mécanismes plausibles pour la chimie prébiotique sur la Terre primitive. Dans les régions côtières soumises à des cycles d'inondation et de dessiccation, comme les lagunes peu profondes, les mares intertidales ou les dépôts volcaniques proches de la mer, les cycles d'hydratation et de déshydratation favorisaient également la polymérisation. En s'évaporant, l'eau augmentait la concentration de solutés organiques, rapprochant suffisamment les molécules pour qu'elles réagissent et forment des liaisons plus complexes. Lorsque l'eau revenait, ces polymères pouvaient se disperser à nouveau. La répétition de milliers ou de millions de ces cycles pouvait générer une diversité d'oligomères organiques dont certains possédaient des propriétés chimiques particulières, comme la capacité d'adopter des structures stables ou d'interagir de manière spécifique avec d'autres molécules. Simultanément, le rayonnement ultraviolet et les températures élevées dans certaines zones détruisaient une partie des molécules organiques formées, imposant une pression sélective chimique. Les structures les plus stables face au rayonnement et à l'hydrolyse avaient davantage de chances de persister dans l'environnement. Ainsi, l'ensemble des molécules présentes dans les océans et sur les surfaces archaïques n'était pas statique, mais le résultat d'un équilibre entre synthèse, transformation et destruction. Avec le temps, cet équilibre conduisit à une accumulation nette de composés organiques relativement résistants et à l'apparition de réseaux de réactions interconnectés. Les processus d'oxydation et de réduction dans les environnements minéraux contribuèrent également à augmenter la complexité chimique. Aux interfaces où coexistaient des composés réduits avec des accepteurs d'électrons plus oxydants, des réactions redox spontanées pouvaient se produire et libérer de l'énergie. Cette énergie, sous forme de gradients électrochimiques, est un analogue des processus énergétiques utilisés aujourd'hui par les cellules pour synthétiser des molécules complexes. Sur la Terre archaïque, avant l'existence d'organismes, ces gradients pouvaient alimenter des réactions chimiques produisant des précurseurs de lipides, sucres et nucléotides. À l'échelle planétaire, la combinaison d'océans liquides, d'une atmosphère riche en gaz réactifs, d'un volcanisme intense, de systèmes hydrothermo-actifs et de surfaces minérales étendues créa un laboratoire chimique de dimension globale. Dans différentes régions de la planète, des conditions diverses coexistaient, certaines plus favorables à la synthèse de composés azotés, d'autres à la formation d'hydrocarbures, d'autres encore à la polymérisation sur surface. La diversité des environnements augmenta la probabilité de l'émergence d'ensembles moléculaires dotés de propriétés émergentes, comme la capacité à s'auto-assembler en structures vésiculaires ou à stocker de l'information chimique dans des chaînes répétitives. Tandis que la Terre continuait à se refroidir lentement et que la croûte gagnait en épaisseur, les océans devenaient plus profonds et stables. La tectonique primitive réorganisait les fragments de croûte, générant de nouvelles zones de subduction et d'élévation, modifiant à leur tour la distribution des plateformes peu profondes et des arcs volcaniques. Ces changements géodynamiques modifiaient continuellement la géographie des environnements prébiotiques, tout en maintenant l'apport de chaleur et de substances chimiques réactives depuis l'intérieur de la planète vers la surface et les océans. Origine de la vie, premières cellules et ancêtres communs. Au sein de ce laboratoire planétaire, où la matière organique simple s'accumulait et se transformait sous l'effet de multiples sources d'énergie, commença la transition de la chimie prébiotique vers les premiers systèmes dotés de propriétés biologiques. Cette transition ne fut pas un événement unique, mais un ensemble de processus graduels, synthèse de molécules complexes, concentration dans des micro-environnements favorables, apparition de structures capables de maintenir un environnement interne distinct de l'extérieur et, enfin, systèmes capables de copier certaines informations et de transmettre une descendance avec variation. Un aspect clé de cette étape fut la capacité à stocker de l'information chimique de manière stable et reproductible. Parmi les différentes hypothèses, l'une des plus influentes est celle du monde à ARN. Selon cette hypothèse, des molécules d'acide ribonucléique auraient simultanément joué deux rôles, celui de porteur d'informations et celui de catalyseur de réactions chimiques.
On sait aujourd'hui que certains fragments d'ARN, appelés ribosymes, peuvent catalyser des réactions spécifiques, y compris certaines liées à la synthèse et à la modification d'autres acides nucléiques. Cela suggère que, sur la Terre primitive, des chaînes d'ARN formées à partir de nucléotides générés par des processus prébiotiques ont pu s'auto-assembler, se copier de manière imparfaite et entrer en compétition les unes avec les autres. Le défi, cependant, n'était pas seulement de générer de l'ARN, mais aussi de le concentrer et de le protéger dans des environnements où les réactions chimiques étaient suffisamment rapides sans détruire les molécules nouvellement formées. C'est ici que les membranes primitives entrent en jeu. Certains lipides simples, comme les acides gras à chaîne courte, peuvent s'auto-organiser spontanément dans l'eau pour former des vésicules, de petites sphères creuses avec une bicouche séparant un intérieur de l'environnement externe. Sur la Terre archaïque, ces lipides ont pu se former par des décharges électriques, des réactions hydrothermales ou être intégrés dans des météorites riches en composés organiques. Dans des conditions appropriées de salinité et de pH, ils auraient formé des vésicules capables d'enfermer des fragments d'ARN et d'autres molécules. La combinaison de polymères porteurs d'informations et de compartiments lipidiques définit l'idée de protocellule. Une protocellule est un système possédant une membrane, hébergeant des molécules capables de se répliquer avec une certaine fidélité et maintenant des gradients chimiques entre l'intérieur et l'extérieur. Ce n'est pas encore un organisme moderne, mais elle présente deux caractéristiques fondamentales de la vie, la compartimentation et l'hérédité. Dans un environnement tel que celui des sources hydrothermales alcalines, avec des gradients naturels de pH et de potentiel, les protocellules pouvaient exploiter les différences de concentration pour alimenter des réactions internes, comme la synthèse de nouveaux nucléotides ou la formation de liaisons entre eux. Parmi les hypothèses sur l'origine de la vie, certaines mettent l'accent d'abord sur le métabolisme et d'autres priorisent le réplicateur comme point de départ. Sur la Terre archaïque, il est probable que les deux aspects aient évolué de manière interdépendante. Les réseaux de réaction sur des surfaces de sulfure métallique, par exemple, pouvaient générer des molécules riches en énergie et des composés intermédiaires. Parallèlement, les chaînes primitives d'ARN, confinées dans des vésicules ou adsorbées sur des minéraux, gagnaient en complexité. Les systèmes capables d'accoupler un flux énergétique stable avec la capacité de copier l'information chimique avaient plus de chances de persister dans un océan où la plupart des structures se désintégraient rapidement. La transition des protocellules instables vers les premières cellules véritables impliqua des améliorations progressives dans trois domaines: la robustesse de la membrane, la fidélité de la réplication et l'efficacité métabolique. Les membranes formées uniquement d'acides gras sont relativement perméables et instables face aux variations de salinité ou de température. L'incorporation de lipides plus complexes, ainsi que de protéines ou peptides insérés, augmenta la capacité à contrôler le passage des substances. Parallèlement, les systèmes de réplication du matériel génétique durent devenir plus fiables, réduisant le taux d'erreur jusqu'à un niveau compatible avec la conservation de fonctions utiles. Quant au métabolisme, passer de réactions dispersées et opportunistes à des réseaux organisés exploitant des sources d'énergie spécifiques fut fondamental. Les preuves géologiques indiquent qu'il y a environ 3,7 milliards d'années, la Terre pouvait déjà héberger des formes de vie microbiennes. Certaines roches très anciennes présentent des fractionnements isotopiques du carbone difficiles à expliquer uniquement par des processus abiotiques et qui sont généralement associés à l'activité biologique. Bien que le registre fossile de cette époque soit extrêmement rare et controversé, ces données suggèrent que les premiers organismes cellulaires, probablement très simples et exclusivement unicellulaires, étaient déjà présents relativement peu après la fin du bombardement intense tardif. La fenêtre entre l'apparition d'océans stables et celle de la vie aurait été, à l'échelle géologique, relativement courte. Les premières cellules devaient être des organismes prokaryotes, sans noyau défini ni organite complexe. Leur taille était probablement très petite, limitant la quantité de matériel génétique qu'elles pouvaient conserver. À l'intérieur, une molécule d'acide nucléique, peut-être initialement encore basée sur l'ARN puis sur l'ADN, codait les instructions pour synthétiser un ensemble minimal de protéines.
Ces protéines agissaient comme des enzymes, accélérant les réactions clés du métabolisme et permettant une coordination plus efficace des processus internes. La membrane, en plus de séparer l'intérieur de l'extérieur, hébergeait des composants facilitant le transport sélectif d'ions et de molécules. D'un point de vue métabolique, il est probable que les premiers organismes se nourrissaient de composés organiques déjà présents dans l'environnement, générés par des processus prébiotiques et par des apports extraterrestres. Ces êtres étaient des chimio-organotrophes primitifs, obtenant de l'énergie en oxydant des molécules organiques simples et en utilisant des accepteurs d'électrons disponibles, tels que les sulfates, les nitrates ou le dioxyde de carbone. Cependant, dans un environnement où les ressources organiques libres étaient limitées, la pression sélective aurait favorisé l'apparition de formes de métabolisme capables de générer leurs propres composés à partir de sources inorganiques, c'est-à-dire des chimio-autotrophes, fixant le carbone à partir du dioxyde de carbone en utilisant l'énergie chimique provenant de réactions redox avec l'hydrogène, le fer ferreux ou les sulfures. À ce stade intervient la figure théorique du dernier ancêtre commun universel, connu sous l'acronyme LUCA, Last Universal Common Ancestor. LUCA n'a pas été le premier organisme vivant ni un individu concret, mais la population ancestrale dont descendent toutes les formes de vie actuelles. À partir de comparaisons entre les génomes de bactéries, d'archées et d'eucaryotes, on déduit que LUCA vivait il y a plus de 3,5 milliards d'années et possédait déjà un ensemble remarquable de traits complexes. Un code génétique basé sur des triplets de nucléotides, des ribosomes formés d'ARN et de protéines, des voies métaboliques pour la synthèse d'acides aminés, de nucléotides et de lipides, ainsi que des mécanismes de base pour la réplication et la réparation de l'ADN. La reconstruction de LUCA suggère qu'il habitait un environnement riche en composés inorganiques réduits, possiblement associés à des systèmes hydrothermaux où l'hydrogène moléculaire et d'autres donneurs d'électrons étaient abondants. Son métabolisme reposait probablement sur la chimiosynthèse, l'obtention d'énergie par des réactions redox entre composés inorganiques utilisant le dioxyde de carbone comme source de carbone. Ce type de métabolisme, encore conservé par de nombreux micro-organismes actuels, est cohérent avec les conditions de la Terre archaïque, où la lumière solaire atteignait la surface, mais où les atmosphères opaques et les mers profondes pouvaient limiter initialement la portée des processus basés sur la photosynthèse. Sur le plan génétique, LUCA utilisait déjà l'ADN comme principal support de l'information héréditaire et l'ARN comme intermédiaire pour la synthèse des protéines. Les enzymes responsables de la copie de l'ADN et de la traduction de l'information en protéines présentent des similitudes fondamentales dans tous les groupes d'êtres vivants actuels, ce qui indique que ces mécanismes étaient déjà établis chez l'ancêtre commun. Le code génétique, qui assigne des triplets de base à des acides aminés spécifiques, est également pratiquement universel, avec seulement de petites variations chez certains organismes. Cette quasi-universalité constitue un autre indice que sa consolidation a eu lieu à une phase très précoce de l'histoire de la vie, avant la séparation des grands lignages. À partir de LUCA, la vie s'est diversifiée en au moins deux grands domaines cellulaires, les bactéries et les archées. Bien que les deux groupes partagent une organisation prokaryote, ils présentent des différences notables dans la composition de la membrane, dans certaines voies métaboliques et dans les composants de la machinerie génétique. Cette divergence précoce indique que, une fois établis les mécanismes de base de réplication, de traduction et de métabolisme, l'évolution a commencé à explorer des solutions distinctes pour faire face aux défis de l'environnement archaïque. Températures élevées, forte concentration de métaux dissous, présence de composés toxiques et variation de pH et de salinité. Une planète microbienne, bactéries, archées et stromatolites. Les métabolismes microbiens étaient très divers et directement couplés à la chimie de l'environnement archaïque. Une partie des micro-organismes obtenait de l'énergie en oxydant des composés inorganiques réduits. Certains utilisaient l'hydrogène moléculaire comme donneur d'électrons et le dioxyde de carbone comme accepteur, fixant le carbone dans des composés organiques via des voies comme le cycle de l'acétyl-CoA ou des variantes primitives de cycle de fixation du carbone. D'autres exploitaient le soufre,
Ils oxydent le sulfure d'hydrogène en sulfate ou réduisent les sulfates en sulfure, bouclant ainsi des cycles biogéochimiques du soufre qui modifiaient la composition chimique des sédiments et des eaux. Un groupe d'archers développa la méthanogenèse, un métabolisme dans lequel le dioxyde de carbone, l'acétate ou d'autres composés simples sont réduits pour produire du méthane. Ce processus libère de l'énergie utilisable par la cellule et, comme sous-produit, introduit de grandes quantités de méthane dans l'atmosphère et dans l'océan. Sur une Terre presque dépourvue d'oxygène, ce méthane atmosphérique pouvait atteindre des concentrations significatives, contribuant à l'effet de serre et maintenant des températures compatibles avec l'existence d'eau liquide malgré la faible luminosité solaire. L'activité méthanogénique des archers devint un facteur climatique majeur. Parallèlement, apparurent des bactéries capables d'utiliser la lumière solaire comme source d'énergie via la photosynthèse anoxygénique. Contrairement à la photosynthèse oxygénique ultérieure, ces bactéries ne produisaient pas d'oxygène moléculaire. Elles utilisaient d'autres donneurs d'électrons, tels que le sulfure d'hydrogène ou le fer ferreux. Des pigments comme les bactériochlorophylles captaient les photons et transféraient l'énergie à des systèmes de transport d'électrons qui généraient des gradients de protons à travers la membrane, utilisés ensuite pour synthétiser de l'ATP. Grâce à ce mécanisme, les micro-organismes photosynthétiques anoxygéniques transformèrent de vastes régions d'eau superficielle en zones à haute productivité primaire, fixant le carbone inorganique en biomasse organique. L'interaction entre organismes chimiosynthétiques et photosynthétiques a configuré des réseaux trophiques microbiens complexes. Les produits de déchets de certains groupes devenaient des substrats pour d'autres. Le sulfure, libéré par les bactéries sulfato-réductrices, alimentait les bactéries sulfuro-oxydantes. Le méthane produit par les archers méthanogéniques pouvait être consommé par des micro-organismes méthanotrophes. Le fer ferreux oxydé ou précipité modifiait la chimie des sédiments. Ce réseau d'échange donna progressivement naissance à des cycles biogéochimiques globaux du carbone, de l'azote, du soufre et du fer, dans lesquels la biosphère et la géosphère étaient intimement couplées. L'un des témoignages les plus visibles de cette activité microbienne est représenté par les stromatolites. Il s'agit de structures sédimentaires laminées formées par des communautés de micro-organismes, principalement des bactéries, qui colonisent des surfaces peu profondes dans des environnements marins ou lagunaires. Sur les plateformes côtières de l'Archaïque, des tapis microbiens s'étendèrent sur des fonds peu profonds. Ces tapis piégeaient les particules fines dans une matrice collante de substances polymériques sécrétées par les cellules et favorisaient la précipitation de carbonates et d'autres minéraux. Au fil du temps, l'alternance entre croissance biologique et dépôts sédimentaires générait des colonnes, des dômes et des laminations avec une structure stratifiée. Les stromatolites les plus anciens connus datent de plus de 3,4 milliards d'années et montrent qu'à cette époque existaient déjà des communautés microbiennes organisées capables de modifier leur environnement physique. La croissance verticale de ces structures reflétait la compétition pour la lumière et les nutriments dans les eaux peu profondes. Les couches supérieures du tapis microbien exposées au rayonnement solaire étaient dominées par des organismes photosynthétiques. Les couches inférieures hébergeaient des bactéries hétérotrophes et anaérobies qui dégradaient la matière organique produite plus haut et réalisaient des processus de respiration ou de fermentation en utilisant les accepteurs d'électrons disponibles. La distribution des stromatolites dans le registre géologique montre que les plateformes marines peu profondes furent des niches particulièrement importantes pour la vie archaïque. Dans les zones où l'activité volcanique élevait des portions de croûte au-dessus du niveau de la mer, se formèrent des mers épicontinentales, chaudes et relativement calmes, idéales pour le développement de tapis microbiens étendus. Les fluctuations du niveau marin, dues à des changements dans la croûte et dans le volume des bassins océaniques, alternaient des phases de submersion et d'émersion partielle, obligeant les communautés microbiennes à s'adapter à des cycles d'inondation, de dessiccation et de variations chimiques. En plus des stromatolites, la vie microbienne a laissé des traces sous forme de microfossiles et de signatures géochimiques. Dans certaines roches sédimentaires très anciennes, des structures microscopiques à morphologie cellulaire ont été décrites, préservées dans la silice ou les carbonates. Bien que l'interprétation de ces structures soit complexe et nécessite de distinguer entre formes biogéniques et structures abiotiques,
Leur présence suggère qu'il existait déjà une diversité morphologique parmi les micro-organismes. De manière complémentaire, les analyses isotopiques du carbone, du soufre et d'autres éléments montrent des fractionnements caractéristiques de l'activité métabolique, comme la préférence biologique pour les isotopes légers, laissant un signal détectable dans les minéraux. L'atmosphère et les océans de cette planète microbienne étaient radicalement différents de ceux d'aujourd'hui. L'absence d'oxygène libre impliquait que de nombreux minéraux et composés circulaient dans des états d'oxydation plus bas. Le fer ferreux restait en solution dans l'eau de mer, lui donnant des teintes verdâtres ou bleu foncé. Le sulfure d'hydrogène produit dans des environnements anoxiques pouvait s'accumuler dans les couches profondes de l'océan, générant des masses d'eau riches en sulfure. L'atmosphère, avec du méthane, du dioxyde de carbone et de l'azote, présentait des propriétés radiatives différentes, et le rayonnement ultraviolet continuait à atteindre la surface avec intensité, modulé en partie par des aérosols et des brouillards organiques. Dans ce contexte, l'évolution microbienne progressait par mutation et sélection naturelle. Les taux élevés de réplication, combinés à des environnements physiques et chimiques très variés, facilitaient l'apparition de nouvelles variantes génétiques. Certaines mutations produisaient des enzymes capables d'utiliser de nouveaux substrats ou de fonctionner à des températures ou pH plus extrêmes. D'autres modifiaient la composition de la membrane, permettant la colonisation d'environnements avec différentes concentrations de sels ou de composés toxiques. Les gènes conférant des avantages avaient tendance à se propager dans les populations, générant des lignées adaptées à des niches spécifiques dans l'océan global. Le transfert horizontal de gènes, très fréquent parmi les micro-organismes, a encore accéléré la diversification métabolique. Des mécanismes tels que la conjugaison, la transformation et la transduction, ou leurs précurseurs primitifs, permettaient à des séquences génétiques de circuler entre des lignées différentes. Ainsi, des voies métaboliques complètes ou partielles ont pu se diffuser dans la biosphère microbienne, s'intégrant à des génomes contenant déjà d'autres modules fonctionnels. Cet échange génétique contribua à l'expansion rapide de capacités comme la réduction des sulfates, l'oxydation du méthane ou l'adaptation aux métaux lourds. La colonisation du sous-sol marin et des sédiments ajouta une dimension verticale à l'étendue de la vie microbienne. Dans les pores des roches, les fissures et les systèmes hydrothermaux, bactéries et archées exploitaient des gradients chimiques loin de la lumière solaire. Certaines lignées s'adaptèrent à de fortes pressions et à des températures proches de la limite de stabilité des biomolécules. La biosphère s'étendait ainsi non seulement en surface, mais aussi en volume, occupant une épaisseur significative de la croûte supérieure. Cette biosphère profonde contribua à transformer les minéraux, à recycler des composés et à participer aux échanges d'éléments entre l'intérieur de la Terre et l'océan. La grande oxydation et le changement planétaire. Dans ce monde sans forêt ni animaux, la vie microbienne agissait comme une force silencieuse transformant la planète depuis ses fondations chimiques, modifiant lentement la disponibilité des éléments, l'acidité des océans, la composition des sédiments et les propriétés radiatives de l'atmosphère. Dans ce contexte, un changement métabolique précis eut des conséquences profondes et durables, l'apparition et l'expansion de la photosynthèse oxygénique, capable d'utiliser l'eau comme donneur d'électrons et de libérer de l'oxygène moléculaire comme sous-produit. Avant ce processus, la photosynthèse anoxygénique utilisait des donneurs tels que le sulfure d'hydrogène ou le fer ferreux. L'innovation résidait dans un système photosynthétique complexe combinant deux centres de réaction couplés, capables d'extraire des électrons de l'eau et de les transférer à une chaîne de transport conduisant à la réduction du dioxyde de carbone en composés organiques. Le prix de cette réaction était la libération d'oxygène. Les cyanobactéries, un groupe de bactéries capables d'effectuer ce type de photosynthèse, devinrent ainsi des agents d'une transformation globale de l'atmosphère. La photosynthèse oxygénique offrait des avantages écologiques clairs. L'eau, pratiquement inépuisable dans les océans, servait de donneur d'électrons, permettant aux cyanobactéries de coloniser de vastes surfaces d'eau peu profondes exposées à la lumière. Là, elles formèrent des tapis étendus et contribuèrent à l'édification d'estromatolites sur de nombreuses plateformes sommaires. La production de matière organique augmenta, tout comme la capacité d'exporter du carbone vers les sédiments, où une fraction restait enfouie et hors de contact immédiat avec l'atmosphère et les océans.
Cependant, l'oxygène libéré par la photosynthèse ne s'est pas accumulé immédiatement dans l'atmosphère. Pendant des centaines de millions d'années, cet oxygène a réagi avec de nombreux puits réducteurs présents sur la Terre primitive. Dans les océans, le fer ferreux dissous s'oxydait en fer ferrique, moins soluble, qui précipitait sous forme d'oxyde et d'hydroxyde de fer. Ce processus a généré d'énormes dépôts de fer rubané, des formations sédimentaires caractérisées par l'alternance de couches riches en fer et de couches de silice. Chaque bande représente des épisodes où l'oxygène produit dépassait localement la capacité des puits immédiats. Outre le fer, d'autres composés servaient de puits à oxygène. Les gaz volcaniques riches en hydrogène, monoxyde de carbone et sulfure réagissaient avec l'oxygène, réduisant sa concentration libre. L'oxydation des matériaux dans la croûte continentale et dans les sédiments consommait également de l'oxygène, transformant les minéraux réduits en leurs équivalents oxydés. Tant que ces processus dominaient, l'oxygène produit par les cyanobactéries était presque entièrement consommé par des réactions chimiques et sa concentration atmosphérique restait très faible. Avec le temps, le taux de production biologique d'oxygène dépassa la capacité combinée de ces puits. L'enfouissement de matière organique dans les sédiments marins joua un rôle essentiel. Chaque molécule de carbone organique qui n'était pas oxydée en dioxyde de carbone représentait un excédent net d'oxygène libéré. À mesure que davantage de carbone restait piégé dans la croûte sédimentaire, moins d'oxygène produit était consommé. Lorsque les principaux puits réducteurs furent saturés ou rendus moins accessibles, l'oxygène commença à s'accumuler d'abord dans les océans superficiels, puis dans l'atmosphère. Cette augmentation graduelle aboutit, il y a environ 2,4 milliards d'années, à l'événement connu sous le nom de grande oxydation. Les preuves géochimiques, telles que la disparition de certaines signatures isotopiques associées à une atmosphère fortement réductrice et l'apparition de dépôts d'oxyde de fer continentaux, indiquent un changement marqué de l'état redox de la surface terrestre. À partir de ce moment, l'oxygène moléculaire passa d'un composant résiduel à un gaz atmosphérique présent en concentration appréciable, bien qu'encore loin des niveaux actuels. La grande oxydation eut des conséquences profondes pour la biosfera microbienne esistente. Molti microrganismi si erano evoluti in un ambiente completamente anossico e utilizzavano vie metaboliche sensibili all'ossigeno, che danneggiava proteine, lipidi e acidi nucleici mediante la formazione di specie reattive. Per questi organismi, l'espansione dell'ossigeno rappresentò una pressione selettiva intensa. Alcuni furono costretti a rifugiarsi in nicchie anossiche, come sedimenti profondi, ambienti idrotermali o strati inferiori della colonna d'acqua, dove l'ossigeno non penetrava in quantità significative. Altri svilupparono meccanismi di difesa antiossidante, come enzimi capaci di neutralizzare le specie reattive, permettendo loro di sopravvivere in zone con concentrazioni moderate di ossigeno. Parallelamente, la crescente presenza di ossigeno aprì nuove possibilità metaboliche. Si svilupparono vie di respirazione aerobica, in cui l'ossigeno fungeva da accettore finale di elettroni nelle catene di trasporto della membrana. Questa forma di respirazione è energeticamente molto più efficiente di molti processi anaerobici, poiché il potenziale redox della coppia ossigeno-acqua è molto elevato. Gli organismi capaci di sfruttare questo vantaggio poterono estrarre più energia dall'ossidazione di composti organici, sostenendo tassi di crescita più elevati e, potenzialmente, genomi più grandi e complessi. L'impatto dell'ossigeno non si limitò alla biosfera. A livello atmosferico, l'accumulo di ossigeno permise la formazione di uno strato di ozono negli strati alti. Le molecole di ossigeno fotodissociate dalla radiazione ultravioletta generavano atomi di ossigeno che si ricombinavano con altre molecole di O2 formando ozono. Questo strato assorbì gran parte della radiazione ultravioletta ad alta energia, riducendo il flusso che raggiungeva la superficie. Col tempo, questa protezione facilitò la colonizzazione di ambienti più prossimi alla superficie e, molto più tardi, di ambienti subaerei. Nell'arcaico tardivo e nel proterozoico iniziale, tuttavia, questo processo era ancora nelle fasi iniziali. Un altro effetto importante dell'ossigeno fu la sua influenza sui gas serra. Prima della grande ossidazione, il metano prodotto dalle archee metanogeniche era un componente chiave dell'atmosfera e contribuiva a mantenere un effetto serra intenso.
L'aumento dell'ossigeno favorì l'ossidazione del metano in anidride carbonica e acqua, riducendo la sua concentrazione atmosferica. Poiché il metano è un gas serra molto più potente dell'anidride carbonica, questa conversione alterò l'equilibrio termico del pianeta. La biosfera microbica, modificando la concentrazione relativa di questi gas, influenzò direttamente il clima globale. Negli oceani, la presenza di ossigeno disciolto cambiò la solubilità e il comportamento di molti elementi chimici. Il ferro ferroso in soluzione si ossidò in forme ferriche che precipitarono, depurando progressivamente l'oceano dal ferro disciolto e influenzando la disponibilità di questo micronutriente essenziale per fotosintetizzatori e altri microrganismi. Anche i cicli dell'azoto e dello zolfo furono alterati. Nuove vie di nitrificazione e denitrificazione, dipendenti dall'ossigeno, apparvero e si incorporarono ai cicli biogeochimici, mentre l'ossidazione dei solfuri in solfati modificò la chimica dei sedimenti e delle acque marine. Supercontinenti primitivi e glaciazioni estreme. Durante il Proterozoico, tra circa 2500 e 541 milioni di anni fa, la litosfera sperimentò cicli di frammentazione e riunione che portarono alla formazione di diversi supercontinenti, mentre il clima attraversava fasi di raffreddamento globale di intensità senza precedenti, inclusi episodi di glaciazioni quasi planetarie. La tettonica a placche, già attiva dall'arcaico tardivo, operava in un pianeta che si raffreddava lentamente dall'interno. Con la perdita di calore del mantello, i modelli di deformazione della crosta cambiarono. La crosta continentale, più spessa e meno densa di quella oceanica, si aggregò in masse sempre più estese. Uno dei primi assemblaggi di grande scala riconosciuti dalla geologia è il supercontinente Kenorland, consolidato circa 2700 milioni di anni fa a partire dalla collisione di diversi cratoni arcaici. La sua esistenza si deduce da somiglianze nei cinturoni orogenici, nelle età delle rocce ignee e nei modelli paleomagnetici dei cratoni oggi separati. La presenza di un supercontinente modifica profondamente la circolazione oceanica e atmosferica. Grandi masse continentali in determinate latitudini alterano i modelli di vento e correnti, influenzano la distribuzione delle piogge e controllano la meteorizzazione chimica delle rocce. La meteorizzazione dei silicati nei continenti esposti consuma anidride carbonica dall'atmosfera, poiché il CO2 si combina con i cationi rilasciati dai minerali e finisce per precipitare come carbonati negli oceani. In periodi di intensa attività tettonica, con l'elevazione di grandi catene montuose, l'aumento della superficie esposta alla meteorizzazione può ridurre significativamente le concentrazioni atmosferiche di CO2 e, di conseguenza, favorire il raffreddamento globale. Nel Paleoproterozoico, poco dopo la grande ossidazione, si sviluppò un insieme di glaciazioni estese noto come glaciazione uroniana, datato tra circa 2400 e 2100 milioni di anni fa. Depositi glacigenici in diverse regioni del mondo, oggi disperse, indicano che le calotte di ghiaccio raggiunsero basse latitudini. La combinazione tra diminuzione dei gas serra dovuta a meteorizzazione intensificata, cambiamenti nella configurazione continentale e possibili variazioni della luminosità solare avrebbe portato il pianeta a stati climatici freddi per intervalli prolungati, alternati a episodi di parziale scongelamento. Dopo quella fase la Terra entrò in un proterozoico medio relativamente più stabile, durante il quale si assemblò un altro grande supercontinente. Nuna, chiamato anche Columbia, che rimase coerente circa tra 1800 e 1400 milioni di anni fa. Questo supercontinente raggruppava la maggior parte dei cratoni continentali conosciuti ed era circondato da un oceano globale. Le evidenze derivano da correlazioni tra cinture orogeniche di età simile e ricostruzioni paleomagnetiche che suggeriscono prossimità geografica tra blocchi oggi distanti. Nuna sperimentò cicli di espansione e collisione interna, con formazione di catene montuose e vaste province magmatiche. Con il proseguire della tettonica, Nuna si frammentò e i suoi frammenti si riaggregarono in configurazioni successive, dando origine ad assemblaggi come Rodinia, supercontinente che si sarebbe consolidato verso la fine del Proterozoico medio, circa da 1000 a 900 milioni di anni fa. Rodinia concentrò gran parte della crosta continentale in un'unica massa, circondata da un oceano di grandi dimensioni.
La sua configurazione esatta è ancora oggetto di dibattito, ma le evidenze di orogenie sincrone in diversi cratoni suggeriscono un assemblaggio su scala globale. Le fasi di espansione e rottura di questi supercontinenti ebbero effetti diretti sul clima e sulla chimica degli oceani. Quando grandi masse continentali si trovavano in latitudini tropicali, la meteorizzazione dei silicati sotto climi caldi e umidi poteva intensificarsi, rimuovendo CO2 dall'atmosfera. Al contrario, quando i continenti si aggregavano in latitudini elevate, favorivano l'accumulo di ghiaccio sulla terraferma, aumentando l'albedo planetario e riflettendo più radiazione solare nello spazio. L'interazione tra tettonica, meteorizzazione, circolazione oceanica e radiazione determinò gli stati climatici globali del Proterozoico. Verso la fine del Neoproterozoico, tra circa 720 e 695 milioni di anni fa, la Terra attraversò alcuni degli episodi glaciali più estremi mai registrati, le glaciazioni Sturtiana e Marinoana. Le evidenze geologiche indicano che le calotte di ghiaccio si estesero fino a latitudini prossime all'equatore e che gli oceani potrebbero essere rimasti quasi completamente coperti dal ghiaccio in superficie. Depositi glacigenici neoproterozoici si trovano sovrapposti a sedimenti marini di bassa latitudine e sopra di essi emergono strati di carbonati di recupero, interpretati come registri di un intenso effetto serra successivo a episodi di congelamento quasi globale. Il concetto di terra palla di neve descrive questi stati climatici estremi in cui la superficie oceanica era quasi completamente ghiacciata. Su un pianeta simile, l'elevato albedo del ghiaccio riflette gran parte della radiazione solare entrante, rafforzando il raffreddamento. La fotosintesi in superficie sarebbe stata severamente limitata dalla copertura glaciale, sebbene nicchie di acqua liquida potessero persistere sotto il ghiaccio marino, intorno a sorgenti idrotermali o in lagune equatoriali parzialmente aperte. In tali condizioni la biosfera avrebbe subito colli di bottiglia significativi, con riduzione degli habitat superficiali disponibili, ma sopravvivenza di comunità microbiche in rifugi protetti. Il fattore scatenante di queste glaciazioni neoproterozoiche sarebbe stato una combinazione di elementi. La frammentazione di Rodinia modificò le correnti oceaniche e la distribuzione dei continenti, collocando grandi masse terrestri in latitudini favorevoli alla formazione di ghiaccio e alla meteorizzazione. L'attività tettonica e l'innalzamento di catene montuose incrementarono la meteorizzazione dei silicati, consumando CO2 atmosferico. La diminuzione dei gas serra indebolì l'effetto serra naturale, favorendo il calo delle temperature globali. Una volta che la formazione del ghiaccio raggiunse certe latitudini, l'aumento dell'albedo amplificò il raffreddamento, spingendo il pianeta verso uno stato di congelamento esteso. L'uscita da uno stato di terra palla di neve richiese l'accumulo progressivo di gas serra nell'atmosfera. Durante i periodi di congelamento globale, la meteorizzazione continentale si ridusse drasticamente, essendo la maggior parte della superficie coperta dal ghiaccio, mentre il vulcanismo continuava a emettere anidride carbonica e altri gas. Senza un consumo efficiente di CO2 tramite meteorizzazione, la sua concentrazione atmosferica aumentò nel tempo. Quando raggiunse livelli sufficientemente elevati, l'effetto serra si intensificò, provocando un riscaldamento globale che finalmente riuscì a sciogliere le calotte glaciali, liberare grandi volumi d'acqua da disgelo e ristabilire oceani superficiali liberi dal ghiaccio in vaste regioni. Gli strati di carbonati di recupero che ricoprono direttamente sedimenti glacigenici in numerosi affioramenti neoproterozoici si interpretano come risultato di questo processo. Con lo scioglimento degli oceani, l'aumento della temperatura e l'elevata concentrazione di CO2 atmosferico favorirono la precipitazione massiva di carbonato di calcio nelle acque superficiali, generando sequenze caratteristiche di rocce carbonatiche sopra tilliti e di amictiti glaciali. Queste transizioni litologiche registrano il passaggio brusco da condizioni fredde e glaciali a un clima caldo con oceani ricchi di carbonati. Le glaciazioni neoproterozoiche influenzarono anche la chimica oceanica in termini di ossigeno e nutrienti. La circolazione oceanica durante gli stati di congelamento e disgelo modificò la distribuzione di ossigeno disciolto, ferro, fosforo e altri elementi essenziali per la vita.
L'accumulo di nutrienti in acque profonde durante i periodi freddi, seguito dalla loro mescolanza verso la superficie durante le fasi di disgelo, poté innescare episodi di alta produttività biologica. Questo apporto di nutrienti, insieme alla riorganizzazione delle condizioni redox nella colonna d'acqua, creò scenari favorevoli a successive innovazioni biologiche. La dinamica dei supercontinenti proseguì dopo Rodinia. Dopo la sua frammentazione, i blocchi continentali continuarono a muoversi, collidere e separarsi, in un processo che successivamente avrebbe portato all'assemblaggio di Pannotia e altre configurazioni transitorie. Ogni riorganizzazione delle masse continentali implicava variazioni del livello del mare, dell'estensione delle piattaforme sommere, dei modelli di correnti marine e dell'intensità della meteorizzazione. Queste variazioni, a loro volta, modulavano il clima, i cicli biogeochimici e la disponibilità di habitat per la biosfera.